4e édition du colloque THS à Biarritz, la 2e édition qu'on fait à Biarritz puisque les 7 premières avaient été dans le sud-est. Dès la première édition à Biarritz, nous avons eu un fort appui du NAIDA, un soutien du NAIDA non négligeable pour ce type d'événement. Est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais expliquer un peu cet appui dès le départ du NAIDA vis-à-vis du THS? L'origine de l'intérêt de NAIDA vient des participants, des intervenants que vous avez eus au début de la conférence, des premières conférences. Chuck O'Brien de Philadelphie, qui m'a communiqué me disant que NAIDA bénéficierait de participer dans le colloque, non seulement pour la science, et de disséminer la science et de montrer aux gens ce que NAIDA fait dans le monde au point de vue de drug abuse et le sida et d'autres maladies infectieuses, mais aussi pour commencer à identifier des réseaux européens, parce que la recherche qu'on fait à NAIDA est surtout domestique, c'est surtout national, régional aux États-Unis, et on a quelques projets de recherche à travers le monde, mais on n'a pas beaucoup de réseaux européens. Donc, le fait qu'on a des chercheurs de NAIDA qui viennent présenter ici, non seulement expose les Européens à ce qu'on fait, mais aussi a un avantage pour nous, parce que nous, on peut rentrer dans un réseau qu'on n'avait pas accès autrefois. Donc, c'est un bénéfice pour nous qui est énorme. Est-ce que vous avez, vous, des retours des intervenants qui sont venus au THS et dont le fait d'être venu à THS et d'être confronté à d'autres, même des fois des protocoles différents, des réalités différentes en Europe qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes aux États-Unis, est-ce que dans leur pratique ou dans leurs études, ça peut leur apporter un plus ou au moins une modification de pensée ou avoir d'autres axes de recherche peut-être pour développer de futures collaborations États-Unis-Europe? C'est non seulement la collaboration, mais c'est aussi le fait qu'il y a des intervenants européens qui présentent des données qui sont très différentes de ce qu'on a aux États-Unis, et ça entasse la curiosité des chercheurs américains qui amène à une collaboration pour comprendre pourquoi que c'est différent ici en Europe, pour que tel phénomène qu'on n'a pas, et puis on a d'autres phénomènes aux États-Unis que vous n'avez pas en Europe. Donc, c'est le sujet de recherche qui incite la collaboration et non la collaboration qui incite la recherche. Donc, c'est fantastique. On a des gens qui ont commencé à collaborer avec des Européens parce qu'ils ont été exposés à des choses qu'ils n'avaient aucune notion du fait que ça existait, ce phénomène ici en Europe, que l'abus de buprenorphine sur les injecteurs ou quoi que ce soit. Et ça, c'est ce qui incite la collaboration. C'est le fait qu'une étude où il y a un phénomène qu'on n'a pas aux États-Unis, qui apprennent ici au colloque, ça vaut de l'or pour nous. Et comment tu perçois que justement le THS, n'étant pas un congrès exclusivement animé par des scientifiques, comme on a coutume de dire, purs et durs, mais il y a aussi des associations, même des usagers comme l'association ASUD, là, qui, dans ce THS, monte une salle d'injection et forme plusieurs symposiums de réduction des risques, etc. Est-ce que justement ce panel de diversification scientifique, médecins, non-médecins, épidémiologistes, associatifs, est-ce que le fait d'avoir ce mélange, cette diversité, est une richesse selon vous dans ce type de congrès? Notre portfolio de recherche, notre programme de recherche à NAIDA va de basic biological science, des sciences de base de biologie, aller jusqu'à des études d'ethnographie. Donc, le fait que l'audience ici a un mélange de chercheurs de base, de sciences de base, et aussi des cliniciens, qui sont des gens qui pratiquent la médecine et donnent des soins aux patients, c'est idéal pour nous parce que notre recherche à NAIDA consiste de tout ce barème de... Ouais. On a les mêmes buts, on a la même diversité de programmes et c'est fantastique. Donc ça peut être qu'un plus pour de futures collaborations, peut-être lors de futures éditions de THS. Exactement. Oh oui, définitivement. Donc, professeur Bernard Roch, vous avez une longue carrière scientifique et je me permets de dire que des prestigieuses, internationales, comme une grande carrière scientifique, mais votre notoriété dans le grand public est liée à la rédaction du rapport qui porte votre nom sur la dangerosité des drogues et qui avait été commandé par le secrétaire d'État à la Santé de l'époque, Bernard Kouchner. Ce matin, vous avez répondu à la question « Que reste-t-il de nos espoirs 10 ans après ?» Pouvez-vous nous souligner les grands thèmes qui vous paraissent aujourd'hui d'actualité?
Alors, qu'est-ce qu'il en reste 10 ans après? Un certain nombre de conseils qu'on avait donnés, de recommandations, franchement, n'ont pas été vraiment suivis. Ce qui n'a pas été très bien suivi, c'est la politique anti-alcool, si je puis dire. Non pas anti-alcool, mais anti-surconsommation d'alcool. Là, franchement, quand on regarde la loi E20 et la manière dont elle a été bafouée, finalement, de plus en plus, c'est assez catastrophique. Alors, c'est d'autant plus catastrophique que le vrai problème actuel, et tout le monde le sait, c'est la surconsommation d'alcool par les jeunes. Et les mesures qui sont prises, malgré la bonne volonté de Roselyne Bachelot, ne sont pas, à mon avis, suffisantes. Ça, c'est un premier reproche que je peux faire. Le deuxième, c'est que nous avions demandé à ce qu'effectivement on renforce les services d'addictologie en créant des postes de professeurs d'université, professeurs hospitaliers, praticiens hospitaliers, un certain nombre de postes tout autour de ces services. Et franchement, on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait eu beaucoup de changements. Donc vous pensez que les moyens du plan d'addictologie manquent un peu de moyens, si j'ose dire? Absolument. Je ne suis pas sûr qu'on ait pris en conscience de l'importance de ce problème et qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour essayer d'enrayer ou en tous les cas réduire ce problème qui est vraiment un problème majeur de santé publique. Et par exemple, nous avions recommandé de continuer à aider dans les quartiers toutes les associations qui s'occupaient auprès, si je puis dire, des malades de la drogue, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait continué à soutenir ces associations. On a plutôt fait une politique de répression qu'une politique de prévention et d'aide à ceux qui pouvaient effectivement venir en être aux toxicomanes. Le cannabis, c'était vraiment la drogue la plus détestable. C'était quelque chose d'absolument épouvantable. Ça allait créer des schizophrènes. Bon, on peut discuter à l'infini des problèmes de relation entre la schizophrénie et le cannabis. Rien n'est démontré pour l'instant. Mais c'est vrai, et là il faut le reconnaître, il y a une baisse de consommation de cannabis chez les jeunes scolarisés. Ce qui n'a pas du tout changé, par contre, c'est évidemment le trafic. Qui pose aussi le problème du statut légal. Et qui pose le problème du statut légal. Alors comme vous le savez, il y a une évolution d'un certain nombre de pays, et finalement il reste peu de pays qui soient aussi répressifs que le nôtre. Et même les États-Unis, vous avez peut-être lu le dernier courrier international, montre qu'effectivement même les États-Unis se mettent maintenant à douter un peu des politiques répressives pour diminuer la consommation de cannabis. Et donc il faut quand même s'interroger sur ce problème. Et au fond, regardons les choses en face. Bernard Kouchner voulait qu'il y ait un vrai débat autour de la toxicomanie, qui prenne toutes les toxicomanies, toutes les drogues en question, leur mode de consommation. Ce débat, finalement, n'a toujours pas eu lieu. Pour finir, lors de votre conférence, vous avez évoqué le problème du lien qui pourrait exister entre toxicomanie, entre usage de cannabis et schizophrénie, mais en filigrane, il y avait aussi le débat tout à fait passionnant des liens entre politique et science. Et pour certains, il semble qu'il y ait eu des scientifiques de gauche ou progressistes, d'autres plus conservateurs. Quel commentaire feriez-vous sur cette dimension du problème? Écoutez, je pense que les scientifiques sont des hommes comme les autres, donc par conséquent, ils ont le droit d'avoir leur pensée plus ou moins penchant vers un côté ou vers l'autre. Je crois que ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils mélangent les choses. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur savoir pour en faire quelque chose de politique. Ça, je crois que ce n'est pas leur fonction. Par contre, ils doivent dire la vérité, ce qui n'est pas toujours le cas, et moi je le regrette. Par contre, s'ils disent la vérité, je crois qu'il n'y a rien à leur reprocher. Je pense que le problème des scientifiques, c'est de les informer le mieux possible et de faire en sorte, ça à la limite, je pense que c'est leur droit, c'est d'éviter que dans les médias passent des fausses informations. Ça, je crois que il faudrait qu'ils puissent corriger le mieux possible et le plus rapidement possible. Ça n'a pas toujours été le cas. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Professeur Charles O'Brien, vous êtes l'un des présidents d'honneur de ce congrès et on peut dire que vous êtes à l'origine de la forme actuelle du congrès THS qui associe un certain nombre de scientifiques américains à une
représentation qui est à dominante française, mais largement européenne. Dans votre première intervention, vous avez apporté un éclairage sur la dimension que peut amener dans les addictions l'approche, entre autres pharmacogénétique et génétique. Est-ce que vous pouviez résumer un petit peu votre intervention et ce qui vous paraît important de retenir? Oui, c'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que c'est un grand pas pour le champ de l'addiction et aussi pour le champ de psychiatrie. Pour la première fois, on peut choisir un médicament basé sur les données de la génétique. On va, dans l'avenir proche, avoir un médicament pour les cliniciens qui peut donner grande efficacité pour le traitement d'une partie de la population des alcooliques. Et ça, c'est très important parce que, comme vous savez, l'alcoolisme est répandu partout dans le monde. Mais je dois souligner que c'est un sous-type d'alcoolisme qui touche environ 20% des alcooliques. Donc, ce n'est pas pour tous les alcooliques. Eugene Creek, we have several reasons to be very delighted and honored for your business. First, you have been one of the pioneers on of the mental treatment, but also of the modern research on addiction. And you are still very active in this field. And what could be your message after this Congress THS9? Of course, any years ago you have been several times in the THS, and today what could be your message? Well, with respect to the conference itself, I think you, Jean-Pierre, and your colleagues around you have done a magnificent job of putting together a very vibrant and informative meeting with people primarily from France and Spain, but also from all other parts of the world. And I find that the meeting now has grown and matured to a very exciting one that balances science and clinical research with humanism and concern for the patient and concern for society as a whole. Okay, thank you very much. And out of the meeting, after a lot of travel in France, how is your view? What do you believe about the evolution of the drug addiction treatment in France? Because we are maybe the alone country who have methadone treatment, but more buprenorphine treatment than methadone. But without, at the moment, without the Suboxone, because we have a debate in France. Some people told it's no difference injecting Subutex and Suboxone. Well, I think we know that simply isn't the case. There have been 2 or 3 published studies. However, some had the expectation that adding naloxone to buprenorphine would prevent all of the buprenorphine's effects. No. When we were afraid that methadone would be abused parenterally, and we in fact published paper, which you probably have read, on plasma levels of methadone after methadone alone or methadone buprenorphine, naloxone. And we showed in the naloxone methadone paper that the naloxone in no way took away from the beneficial effects of methadone. Why? Naloxone is rapidly metabolized by the liver in the first passage through the liver. And when you use naloxone in an overdose situation, you have to intravenously inject it. So we knew that naloxone methadone
did not detract from the methadone effects, but would block any high from intravenous methadone. We were soon to learn that methadone is an extraordinarily boring drug. If it's injected, it binds to plasma proteins, and people given it on a blinded basis don't feel it at all. Buprenorphine, not so. If it's injected, one does get a high, but if one puts in naloxone, but it blocks the first 15 to 30 minutes, the high. It doesn't block the effects after that, but it blocks that first period. It has zero downside, zero unfortunate effects when given sublingually, which is the intended route of administration. I actually know of no instance where one should use buprenorphine naloxone and just do away with buprenorphine alone. One gets away with the abuse liability, but doesn't deter in any way the effectiveness. Now, you have the same problem in France that we have in US with respect to methadone. So when you look at methadone and buprenorphine, methadone is overregulated. And although I don't wish to say buprenorphine is underregulated, you did hear me raise several times questions about, do the patients have appropriate and immediate access to counseling, to medical care and psychiatric care? We also know in US, and I know it's true here in France, methadone is overregulated. You heard me ask questions about medical maintenance. Well, it really doesn't exist in any country except US and now Sweden. I was able to introduce it in Sweden. But after whatever the tolerance of acceptance is, once patients do well in methadone, then they may progress to medical maintenance, where the methadone is prescribed by either a general physician or a psychiatrist or a specialist in internal medicine. But the patient must come to a methadone clinic initially, and they must be attached to a methadone clinic in case problems arise. Now, when we developed that concept in 1984, we put very tough limits. We said they had to be in methadone treatment for 5 years. That's absurdly long. And now the criteria in most places is 1 year of successful performance. But even that is too great unless you have really fine methadone programs. So I think in France and in US, we need to do two things. We have to decrease, not deregulate, but decrease the regulations on methadone to allow progression, change the fact that you had to have 1 whole year of multiple daily self-injections of heroin to get into methadone treatment. That also is too long. The concept of daily multiple injections is very sound. That should be the criteria for methadone or buprenorphine, not just DSM-4 criteria. I think we should have equal access to methadone or buprenorphine. For induction, you would choose whichever would seem to be better. Somebody with a low degree of tolerance, fewer years of addiction, I would probably start with buprenorphine because you can move seamlessly onto methadone. And whenever I say buprenorphine, I mean buprenorphine naloxone, never buprenorphine alone. And then one can choose for people to start methadone, those that have years of addiction using very high amounts of heroin or other short-acting opiate, and they will do better. And do they have any data or possibility to choose methadone better than buprenorphine or buprenorphine than methadone? We have some clinics that have opened that choice, not enough. But if you don't have medical maintenance, a lot of people say, I think I want to be on buprenorphine so I don't have to come into a clinic every day or twice a week for life. On the other hand, if you have medical maintenance and people know they can progress after a year or so into that, the actual numbers, most people are favoring methadone over buprenorphine. But there needs to be a choice, doesn't there, in medicine? Sometimes we know people do better on one medication for blood pressure, and other patients will do better on another. And you don't always know why. So if I were doing the best of all possible worlds, anybody with daily multiple use of a short-acting opiate would come into a treatment program that would be nice. That means wall-painted, caring staff, and a receptionist who says, hi, Johnny, how are you? And not, you junkie. And I would have a physician who would see each patient intermittently, not daily, but intermittently, certainly do an evaluation,
their medical and psychiatric status. And I would have counselors available who would contact, and probably groups. And then I would see what services are needed for which patient, start them on treatment, increase their dose. If they start with buprenorphine and it's not adequate, because we do know that the top dose of buprenorphine naloxone, or buprenorphine alone, that can be used with increasing effects in humans is 32 mg sublingually. That's equivalent, and many studies have shown this, to about 70 milligrams of methadone. And yet studies beginning in our studies in 1964, going right up to what we heard 2 presentations on today, have shown that the majority of heroin addicts need 80 to 150 milligrams a day of methadone. So the buprenorphine isn't really quite adequate. And some people are accepting that lower than adequate to be able not to have to go to clinic every day. The last question. We have in France a very strong debate, discussion into the professional, into the doctors and the nurses, on the point about the problem when we have to stop or to decrease and to stop maintenance treatment. So I think the bottom line is, for most, probably lifelong, very long-term treatment. For some, may be able to come off and do very well. But the most tragic thing, and we did it to young people in the 70s, when we saw young people under 21 with years of heroin addiction come into treatment at age 15, 16, we thought surely they can come off sooner because their brain can't possibly be as badly altered. And parenthetically, we now know from our rodent studies, the adolescent exposed is much worse off than the adult exposed, much worse, with more persistence. So we're very much in favor of just say no when you're a teenager and frankly beyond. But if they start using, I think we have to be ready to treat and treat over a long term. And I think we have to just do that. But don't be fearful of it. Again, I frequently now, in my own upfront way, when somebody asks the question of when they're going to come off methadone or come off buprenorphine, I will look at them very intently and say, why did you ask that question? What problem do you have with treating addiction? And you can watch people start to squirm, because then it all rolls out, be they a physician or a policymaker. You can take them down the line of, it costs to treat? How much does it cost to go to prison? How much does it cost to treat AIDS or Hep C or have a liver transplant? It costs to treat an addiction? Nothing compared with societal costs, healthcare and otherwise. You don't want to treat them because you think the medication is evil. The medication, good for chronic pain, evil for treatment of addiction. So what you're saying is you don't think addiction is a disease, and we come back to that. And remember our hypothesis of 64, that now is well proven that addictions are diseases of the brain with persistent and measurable changes in the brain. We didn't have the way to measure them then, we do now, and we do it. You know, these are not fantasies or personality disorders or criminal behaviors. But that needs to be taught, and it needs to be taught head on. I would start in every medical school, law school, nursing school, and social work school. Policymakers are funny worldwide. I have learned they do what they think their constituency wants them to do. They actually are very, very dependent on their constituency ideology. So once you can reach a policymaker who's really got strength, then you have a courageous person who will get up and say, what do you mean addictions aren't diseases? But it takes education. Profesor Casas, está terminando el Congreso y me gustaría que nos diera un poco el resumen de su intervención en el interés de agonista y el aspecto ético de su ponencia. El paciente heroinómano no es un vicioso, no es un paciente que busca solamente el placer, sino que es un enfermo del sistema nervioso central, un enfermo del cerebro que en algunos casos no puede salir de la dependencia y necesita un tratamiento de mantenimiento, un tratamiento de sustitución para quedar compensado. Enfermedades crónicas que necesitan
un tratamiento agonista que supla lo que los pacientes no tienen. La sociedad en general y políticos en particular, que no han entendido nunca que era una enfermedad que necesitaba agonistas, en estos momentos nos piden que curemos, entre comillas, que curemos al paciente. Es decir, que el paciente deje totalmente las drogas, que el paciente se mantenga en abstinencia. Igual que pedirle a un diabético grave que esté sin insulina. Esto no puede ser. No puede ser, pero como realmente estoy convencido que muchos políticos y gestores de la sanidad no han entendido la verdadera filosofía que hay detrás de los programas de mantenimiento, que no son un aparcamiento para pacientes graves para que no molesten socialmente, sino que son verdaderos tratamientos psicofarmacológicos, exactamente igual que los antidepresivos, exactamente igual que cualquier medicamento en medicina. Como no han entendido eso, nos van a pedir otra vez que restringamos los programas de mantenimiento. Y pensar que el paciente heroinómano, cuando lleva unos años tomando heroína, busca placer, es no entender nada y no haber visto nunca un paciente heroinómano crónico. Por lo tanto, yo recomendaría a los políticos, yo recomendaría a todos aquellos que tienen a su cargo la gestión de la sanidad, que busquen el consejo de aquellos profesionales que ven pacientes cada día. Muy bien. Y usted ha organizado dentro del Congreso un simposio dedicado a la heroína terapéutica y más bien a la heroína oral. ¿Qué resumen y qué conclusiones de ese simposio nos podría dar? Bien, entroncando con lo que decía anteriormente de la necesidad de tratamientos de mantenimiento, hay una hipótesis de trabajo, que es la hipótesis de la automedicación, que nos dice que el paciente busca las drogas para automedicarse toda una serie de disfunciones orgánicas, cerebrales, que padece. Entonces, si eso es así, el paciente tiene que tener el derecho constitucional, por ley, de buscar lo mejor para él. No solamente lo que consideremos mejor para que la sociedad no se alarme, sino lo mejor para él. Nosotros les damos metadona. Está muy bien, porque no teníamos nada más. Doll, Newswander y Crick, en el año 64-65, empezaron a proponer el problema metabólico, la enfermedad metabólica de la heroína, y propusieron la metadona. Y durante 40 años nos ha funcionado realmente bien, no muy bien, bien. Salió después la buprenorfina y otros productos. Pero en los años 90, los suizos, a través de un expertise, un libro de expertise de Annie Minot, los suizos se plantearon una pregunta crucial. Al ver que iba aumentando el SIDA y la delincuencia ligada a las drogas, los suizos se preguntaron, ¿no será que los heroinómanos necesitan heroína? ¿No será que la heroína sea lo mejor, el mejor opiáceo de sustitución? Bien, esa pregunta la contestaron durante unos cuantos años, haciendo sus estudios clínicos, que fueron de muy variada categoría. Bien, han pasado los años y se han ido haciendo experiencias, aparte de Suiza, en Alemania, en Holanda, en España. Los ingleses ya tenían todo el British System montado desde siempre, y se ha ido acumulando experiencias sobre la bondad, sobre la realidad de que la heroína es muy buen tratamiento de sustitución. Aunque naturalmente hay detractores muy importantes, científicos importantes, que consideran que no, que teniendo metadona lo que hay que hacer es mejorar los programas de metadona y no utilizar la heroína. De todas formas, lo que es seguro es que los pacientes prefieren heroína cuando se les da a escoger entre heroína, morfina y metadona, prefieren heroína. Sabemos que la heroína, quizás no para todos los pacientes, pero aquellos pacientes resistentes a los que no les va bien la metadona, que no desean tomar metadona, o que por alguna circunstancia la metadona les produce reacciones alérgicas y que no pueden ser estabilizados tampoco con morfina, la heroína es una buena opción. En estos momentos es un tratamiento de segunda elección. En el futuro puede llegar a ser un tratamiento de primera elección, ir estabilizando a los pacientes directamente desde la heroína de la calle a la heroína, la diacetilmorfina, la heroína de farmacia. Pero para eso hay que hacer toda una serie de pasos. Hay que transformar la diacetilmorfina heroína en un medicamento.
y hasta ahora no es exactamente un medicamento. Para tener la heroína como medicamento hay que seguir los pasos ortodoxos, los pasos que están muy bien estandarizados, que utiliza la industria farmacéutica para sintetizar un antidepresivo o para sintetizar un antibiótico, da igual. Son estudios teratogénicos, son estudios de metabolismo, farmacokinéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que la heroína oral deja al paciente en una buena situación de bienestar y que solo tiene quizás una pequeñísima, ligera sensación de euforia a los 30 minutos, pero que no es fácilmente detectable por el paciente muchas veces. Por lo tanto, la heroína oral, igual que la metadona oral, sería una buena solución, pero había que demostrarlo. Entonces, en Barcelona, a través de la Dirección General de Drogodependencias y SIDA, se empezó un proyecto para intentar ver si se podía comparar la heroína oral en doble ciego con la morfina oral y con la metadona. Lo hemos conseguido y los resultados yo diría que no nos dicen si la heroína es buena o es mala para tratar pacientes heroinómanos, pero sí que nos dicen que sí es posible hacer estudios doble ciego, lo que abre la puerta para que se puedan seguir todos los procesos para convertir la heroína en un medicamento, lo que nos es absolutamente necesario para poder extender su uso a todos los países. Lo que hemos conseguido demostrar es que, primero, los pacientes se estabilizan muy bien con heroína 300-500 miligramos al día, por vía oral. Segundo, que los pacientes no tienen reacciones adversas. Tercero, que los pacientes se estabilizan con 2 dosis al día. Todo eso de que si damos heroína el paciente consumirá mucho y cada 5 minutos pedirá más heroína, no es verdad. Ni los pacientes, ni las enfermeras, ni los psicólogos, ni los médicos que tratan a estos pacientes fueron capaces de distinguir qué era heroína, qué era metadona, qué era morfina. Esto pues abre las puertas, como he dicho antes, a la realización de estudios clínicos controlados que nos permitan, dentro de 5 o 10 años, tener la heroína como un medicamento de prescripción en las farmacias. Donc, professeur Chantignol, vous êtes l'un des présidents d'honneur de ce congrès, ayant été à l'origine et à la création d'une équipe de recherche clinique en addictologie à Bordeaux, en venant de la psychiatrie générale. On voudrait vous demander d'abord ce qui vous paraît devoir être retenu du symposium que vous avez co-présidé avec le professeur Maremani ce matin en matière de double diagnostic ou de pathologie duelle. Et alors ce qui est apparu le plus clairement dans le symposium, c'est justement que cette dualité était probablement artificielle, du fait que les gens ne sont pas traités dans les mêmes institutions, et qu'elle était probablement nocive puisqu'il semblait tellement difficile de s'occuper en même temps des 2 sortes de troubles que présentaient les patients selon qu'on était dans une institution ou dans une autre. Moi j'en ferai la chose principale. La seconde constatation, c'est que les chercheurs cliniciens en addictologie travaillent bien. L'addictologie est une spécialité, une sous-spécialité qui traite de maladies du cerveau particulières, ces maladies étant causées par les substances, c'est la prise de substances qui cause la maladie, mais de notre côté, les troubles psychiatriques prédisposent à la prise de substances, d'une part, et d'autre part, sont aggravés par cette prise de substances, ce qui fait que c'est une évidence qu'il faut diagnostiquer les 2 sortes de troubles et les traiter en même temps, en tout cas de la façon adéquate, les prendre en compte l'un et l'autre dans le traitement. Quelquefois les traitements doivent être successifs et non pas simultanés, et que ça, ma foi, nécessite qu'on améliore à la fois les systèmes, il ne faut plus séparer autant les choses, que l'on médicalise le traitement des addictions, parce que là il y a une grande faute dans le traitement des addictions, enfin dans la prise en charge des addictions, c'est encore de considérer que c'est principalement un problème social et psychosocial, alors qu'il a été démontré que les interventions psychosociales améliorent la condition des gens qui ont un problème d'addiction sérieux, mais ne les traitent pas, les laissent avec leurs problèmes, tandis que les interventions médicales, pour une part, maintenant élevées, les améliorent beaucoup, sinon les guérissent, et leur permettent de réintégrer la société, ce qui rend inutile toute intervention psychosociale. Il y a donc vraiment une optique
nouvelle, plus médicale, plus efficace, plus scientifique de considérer les troubles liés aux addictions. Ceci, bien sûr, en continuant à soutenir les sujets qui en ont besoin, parce que l'addiction a dégradé leur statut social. Mais il ne faut pas prendre les traitements psychosociaux pour le traitement des addictions. Je crois que ça, c'est une erreur. El profesor Julio Montaner ha empezado el Congreso con su ponencia esta mañana dedicada al papel importante que puede desarrollar el amplio acceso a los tratamientos altamente eficaces a los HART en el AIDS y con también una perspectiva de reducción de los riesgos de transmisión. ¿Puede usted explicarnos en dos palabras el mensaje que quiere transmitir? In essence, what we have seen is that antiretroviral therapy, the cocktail, when it started in 1996, was associated with dramatic improvements in the morbidity and the survival among people infected with HIV. New HIV cases per year prior to 1996 have been very, very stable. Despite all of our efforts, all of our preventive efforts didn't seem to be doing as good as they should be. Yet, in 1996, for the first time, we saw a 50% decrease on HIV new cases. And this happened over a period of 3 years. And more interesting, we had an ever-increasing epidemic of syphilis going from 96 to the 2000 years. And yet, despite that, HIV had done a downward curve. We then decided to look at this issue further. And of course, we turned to mother-to-child transmission, vertical transmission of HIV. And again, the same pattern emerged. In 1996, you see epidemiologically, the curve goes down. The number of women that choose to become pregnant despite HIV goes up, and yet the proportion gets smaller and smaller to the point that today, in North America and in most rich countries of the world, we have virtually eliminated vertical transmission of HIV. That led us to look into cohorts of heterosexual discordant couples, and we found the same thing. And so the only piece of the puzzle that was missing was whether or not this effect could be seen in injection drug users. And by looking at that particular situation, we looked at what we call the community viral load, the amount of virus in average in the community of intravenous drug users, which I should say is a better measure of what's going on in the community. And what we found, very interesting, is that over time, between 1996 and 2000, HIV viral load in the community dropped kind of rapidly and stayed down. And that was associated with an early rise on HIV incidence and a downward trend thereafter. When we applied the statistics to this, we found that the risk of seroconversion for HIV in the drug-using community was many-fold greater associated with viral load than it is associated with, say, needle sharing or risky sexual behavior, which in a way sends the message that if we look after the viral load in our IDU communities, yes, they will have other problems, but HIV transmission is not likely to be one of them. Since then, we have proposed the notion that expanding antiretroviral therapy to 100% coverage as much as we possibly can, using what we call the seek and treat, others call the test and treat approach, it should lead to very significant reductions on HIV morbidity, HIV mortality among those that are in need, of course, but in addition, it will decrease the pool of HIV donors and therefore decrease HIV transmission in the community. And it's premature to say, but we're starting to see some positive signs in Vancouver from the deploying of this strategy. HIV infection is a very expensive proposition, let alone the suffering and everything else that goes with it, but cost-wise, it's a very expensive proposition. So we have done a cost-effectiveness analysis, which shows clearly that treating people who need treatment, who have a medical indication of treatment, is life-saving and is cost-effective. But when you add to that equation the additional preventive value of antiretroviral therapy, what it was a cost-effective treatment becomes cost-averting because it has a magnifier effect by reducing transmission. Now,
when we realize that this is the case, there are 2 or 3 elements that are fundamental. Let alone the fact that we need to get rid of the stigma and discrimination, which are an inhibitor for people who are either at risk or HIV infected to come forward for appropriate health care. So that's fundamental. But second to that is we need to bring the services to the people. Where the treatment is available free, they're not accessing the treatment because they have other life challenges, whether it's drug addiction, comorbidities, mental illness, poverty, or the like. These programs had to be culturally sensitive and they had to be tailored to the needs of the various clients. When we're dealing with injectors, we may want to have supervised injection sites, needle exchange programs, methadone programs. We need to ensure that we optimize the efficacy of the program. In fact, not the efficacy, but the effectiveness of the program, because by being 100% effective as much as we can at the populational level, then only that is going to translate into the benefits in morbidity and mortality for those infected, and the decrease of HIV transmission, which ultimately will make that the prevalence curve will go down over term, and as we estimated, within 10 to 30 years, depending how well we do the job, we will have eliminated HIV and AIDS. At the end of the day, the goal is to engage people into appropriate health care. Prosecuting them is not going to do it. Persecuting them is not going to do it. By bringing them into a healthcare envelope on their own terms, people will find the time, on their own time, eventually, to decide when, if and when, they are ready to progress to a different level of functioning. If not, at least we will be decreasing the harms associated with the drug use. And personally, I think that the time has come to have a very serious discussion regarding the medicalization of various substances that are currently illegal for reasons that we don't truly understand. I believe that the time has come to get rid of our ideological hats, whether it's moral, religious, or other prejudices, and have an honest discussion regarding what is the best public health evidence-based initiative that we can bring to people who have an addiction problem. And if people sit down honestly and review the data and review everything that is available, the evidence is overwhelming, offering these individuals medicalized access to substances in the setting of harm reduction with a goal to ultimately help them if and when they are ready to progress through the continuums of treatment, detoxification, and drug substitution is the only way forward. And that is not just because it's good for them. It's good for them, it's good for us, it's good for society, and it's cost effective and it's cost saving. Est-ce que vous pouvez me dire si les salles de consommation encouragent la consommation de drogue? As a part of our scientific evaluation, we were very concerned about the effect of the facility on drug-using patterns. However, we were unable to find any evidence that the Insight, North America's first medically supervised injection facility, was in fact encouraging the use of drugs. First, the facility has welcomed over 9,000 people over its first 6 years of operations. And we have not found any reports that any of these individuals were in fact beginning drug use in Insight. They in fact had already been using injection drugs before they had started with Insight. In terms of the use of drugs, we found that individuals were not more likely to use more drugs because of the safety of the facility. In fact, we found that they were using approximately the same amount of drugs because of the number of overdoses were the same before and after the facility opened. Secondly, we found that individuals who were using the facility were more likely than other people to become involved in detoxification and other forms of treatment, including methadone. In fact, in one of our first studies published in the New England Journal of Medicine, a very high-ranking medical journal, we found that individuals there was a 30% increase in entry into addiction treatment over the first year of the facility's operation.
And when we looked at the use of the facility after these people had been detoxified, we found that they were using the facility less. So we feel that there's a positive benefit to the facility on the drug using patterns. Yes. Et au sujet du coût des salles, est-ce que ça coûte à la communauté? Est-ce que ça fait économiser de l'argent à la communauté? Yes. We had a team of economists who evaluated the costs and the benefits of the facility, and they estimated that over the first 10 years, the facility would save the Canadian government over $18 million in direct healthcare costs as a result of averting over 1,000 overdose deaths and over 1,800 infections with HIV. And this, in addition to this, we found that each HIV infection costs the Canadian government approximately $250,000. So this is in addition to that. So the estimate so far that the facility is in fact saving taxpayer funds. Ok. Et au niveau de l'hépatite C, est-ce que ça que les gens se contaminent moins avec l'hépatite C, avec les salles de consommation ou pas? Est-ce que vous avez fait des études là-dessus? Unfortunately, in our setting, the level of infection with HCV is very high. We estimate that approximately 90% of the users of the facility, between 80 and 90% of the users, are already infected with HCV because, of course, it is very contagious. So we have not seen an effect on HCV. However, we have seen an effect that the facility is helping these individuals receive treatment for not only HCV, but also the many other infections and health problems that come with drug use. Et si vous aviez pour finir, alors je ne sais pas comment l'appeler, mais dans le message entre guillemets de votre intervention de ce soir, qui va peut-être, je ne sais pas, mais relier ce qu'est l'individu, ce qui sont les politiques publiques, quelles seraient les grandes idées à développer ou les éléments qui vous paraissent importants justement pour le... Moi je pense que le débat public il est un peu pétrifié. On a atteint un équilibre qui est satisfaisant, qui se base sur un consensus. Enfin, je parle de la France, de l'Europe aussi un peu plus large. La situation des États-Unis est assez différente, mais qui est celui de la politique de réduction des risques. Donc le consensus, on l'a obtenu pour des raisons conséquentialistes, utilitaristes, c'est-à-dire qu'il y avait les épidémies à arrêter, de ce point de vue, arrêter ou à ralentir. De ce point de vue-là, c'est un succès de la vie de tous les intervenants. Donc on a cet équilibre. En même temps, on est toujours sous l'effet de la loi de 1970 qui n'a pas été changée. Donc le débat, il est un peu pétrifié parce que depuis, ça fait donc presque 40 ans qu'on donne des arguments, y compris le Comité national d'éthique qui disait il y a 20 ans ce que je vais dire un petit peu ce soir et ça n'a pas d'effet. Et donc, oui, je pense que le débat est pétrifié avec un peu la crainte qu'en le relançant de façon trop brutale, on passe pas forcément au meilleur, mais au pire. Le pire étant ce qui concerne les personnes qui vivent avec les produits. Hein, et comment faire en sorte qu'ils ne vivent pas plus mal, qu'on ne leur rende pas la vie plus difficile qu'ils ont. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut dépénaliser et qu'il faut réglementer. Bon, c'est assez certain comment. Il faudra des conférences de consensus, des choses comme ça. Il faudra voir les choses certainement produit par produit, il faudra évaluer. Alors, mais il faudra évaluer avec différents critères, des critères de santé publique, mais il y a aussi, bon, moi je vais beaucoup insister sur un critère de liberté individuelle. Vous voyez que, bon, il y a un libéralisme politique qui dit que, bon, enfin, des principes de libéralisme politique qui disent qu'on ne doit pas contraindre un adulte à faire sur ses choix privés dans la mesure où ils n'ont pas d'effet sur autrui. Bon, c'est inscrit déjà dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est les articles 4 et 5. Donc, vous voyez, le cadre du libéralisme est bien établi. Alors, on peut discuter parce que le fait de consommer, ça a des effets sur l'offre. Donc, est-ce que ça a des effets nuisibles sur autrui? Je pense qu'en fait, ça en a, mais beaucoup moins, ou en tout cas pas plus que beaucoup d'autres pratiques qui sont autorisées et qui n'ont pas ces effets nuisibles sur autrui. Voilà. Donc je pense que cette question des libertés, elle n'est pas suffisamment prise en compte et il faut la considérer. Il y a des gens qui, chez eux, veulent prendre des produits
et qui ne veulent pas se soigner ou qui veulent vivre leur vie individuelle à leur façon. Et ça, c'est un élément du débat à prendre en compte, en plus du problème de santé publique. Et maintenant, plus généralement, je le rappelais, vous êtes quand même très impliqué, vous avez énormément aidé à ce que ce congrès devienne ce qu'il est maintenant. Quelle appréciation vous portez sur ce congrès et quel message délivreriez-vous au moment où le 9e congrès va se terminer? Donc j'ai une perspective assez longtemps parce que j'ai assisté au congrès THS plus de 10 ans. De plus en plus, je trouve que les congrès aussi sont pleins de renseignements, données scientifiques et avancements scientifiques. Et cette fois, en plus du fait que c'est un endroit très très beau et très bien organisé par toi et tes collègues, mais aussi je trouve qu'il y a plus de données originales et ça veut dire qu'il y a plus de la recherche scientifique originale ici en Europe. Et je pense que ça c'est très bien parce que je viens ici pour écouter et échanger des données avec mes collègues et je veux bien voir plus de centres de recherche en Europe.